Alors les amis, on est parti pour la deuxième partie de la micro, la théorie de la production. De quoi va-t-on parler? On va d'abord parler de la production à proprement parler, comment est-ce que les entreprises produisent, les coûts des entreprises, la maximisation du bénéfice, ainsi, pour terminer, le comportement des entreprises en concurrence parfaite. La production. Ok. Alors, quelles sont les hypothèses fondamentales? Alors, d'abord, il faut savoir qu'on va prendre seulement le cas des entreprises qui sont à but lucratif. D'accord? Ils vont chercher à faire du bénéfice, du chiffre. D'accord? Et donc, du coup, comment est-ce qu'ils vont faire ça? Ils vont maximiser leurs bénéfices. Donc, ça, c'est une des hypothèses fondamentales. Ensuite, ils ont des facteurs de production. Pour produire, il va y avoir besoin de certaines choses, des travailleurs, des machines et des choses comme ça. D'accord? Et ensuite, elle va chercher à minimiser ses coûts. D'accord? Et elle va chercher à avoir un niveau de production optimal tout en ayant les coûts les plus bas possibles. D'accord? On va maintenant parler de la fonction de production. Et donc, comme je viens de vous dire, les entreprises auront besoin de facteurs de production pour produire. D'accord? Et on appelle ça les inputs. Qu'est-ce que c'est les facteurs de production? C'est le capital d'un côté et le travail de l'autre. Le capital, imaginez-vous juste que les actionnaires ils mettent de l'argent dans l'entreprise, d'accord? Ou des gens mettent de l'argent dans l'entreprise. Et avec cet argent, on va acheter des machines. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle le capital. D'accord? Et d'un autre côté, on aura besoin des travailleurs pour faire fonctionner tout ça. Et donc, du coup, les deux ensemble, ça va nous donner une fonction de production FKL, d'accord, dans notre usine. Et on aura un output, par exemple le B-Phone, nouveau modèle de téléphone génial, d'accord, qui sera en fait le output, là, ce qu'on va produire et qu'on va mettre sur le marché. D'accord? Et donc, du coup, la quantité est égale à la fonction de production qui dépend du capital qu'on met et des travailleurs. Supposons maintenant qu'on garde un certain niveau de machines constant. D'accord? Par exemple, on a deux machines dans notre entreprise, ça nous va très bien comme ça, on ne les bouge pas. Ok? On remarque que si on augmente le nombre de travailleurs, d'accord, on est dans une fonction croissante et concave. Comme d'habitude, rien de surprenant. Et donc ça, c'est l'espace de travail l'espace de production, excusez-moi. Et ici, c'est le maximum que les travailleurs peuvent produire avec un certain niveau de machine donnée. D'accord? Donc, par exemple, si on a 5 travailleurs ici, eh bien, au maximum, ils pourront produire, je ne sais pas moi, 100 attelles, d'accord? 100 portables. Et quand je vous ai dit que les notions en théorie de consommation étaient super importantes, c'est qu'elles étaient super importantes. Pourquoi? Parce que là, on voit apparaître un parallèle, le premier parallèle entre les deux théories. Vous avez d'abord ici, vous voyez que en fait, on a ce qu'on appelle l'isocompte. L'isocompte, ça correspond à la courbe pour laquelle on produit toujours 1000 unités. D'accord? Donc vous voyez quoi ici? Pour 6 travailleurs et une machine, on produit 1000 unités de Natel, de Bifol. Ok? Pour 4 travailleurs et 3 machines, on obtient aussi 1000. Donc en fait, ça correspond tout bêtement à ce qu'on appelait avant dans la théorie de consommation à la courbe d'indifférence. Donc là, encore une fois, on avait quantité 1000, quantité 1000, quantité 1000. À chaque fois, on produit 1000, mais avec chaque fois un nombre de facteurs de production différents. Là, on a 6 travailleurs pour une machine, 4 travailleurs pour 3 machines et 2 travailleurs pour 5 machines. Et donc, toutes ces combinaisons, on produit toujours 1000. Et donc, du coup, toutes ces combinaisons ensemble, c'est ce qu'on appelle l'isocompte. Et ça correspond à la courbe d'indifférence. Petite parenthèse de notation et puis de notion qui va revenir. La productivité moyenne, et enfin tout ce qui est moyen en l'occurrence, on ne l'avait pas trop avant, et là en l'occurrence, là on l'utilise beaucoup pour ce chapitre. Donc du coup, on aura la productivité moyenne des travailleurs, donc le nombre de natels qu'on aura produit divisé par le nombre de travailleurs qu'on a, donc c'est la productivité moyenne, Q, quantité dépendant de K et L, divisé par L, ça nous donne bien le PML, PML majuscule. Attention, M majuscule, ça veut dire moyenne, et M minuscule, ça sera marginal. D'accord? Et ici, PMK, le même principe, combien de natels on a produit par rapport au nombre de machines qu'on a, et donc du coup, Q divisé par K. D'accord? Et donc, de façon générale, on a la productivité moyenne des travailleurs et des machines qui est supérieure à zéro. Ça veut dire que si on augmente les machines et les travailleurs, on augmente notre production. D'accord? Et donc, du coup, la productivité marginale aussi, elle est
croissante et positive, donc elle est positive. Donc on continue en augmentant les travailleurs et les machines à augmenter la quantité produite, sauf qu'au bout d'un moment, quand on en a beaucoup, ben, on n'augmente plus autant qu'avant. C'est-à-dire qu'avec avec un travailleur en plus, quand on en avait un seul, ça a augmenté très vite, mais quand on a un millième travailleur, ben, la production ne change plus trop. D'accord? Sauf que maintenant, c'est pas toujours aussi simple. D'accord? On va prendre une fonction de production qui risque d'être un poil plus compliquée. Et donc, accrochez-vous sur la prochaine page ou slide.